Bonjour à vous les cinquièmes, donc on va continuer et terminer le cours sur l'énergie qu'on avait vu la dernière fois. On était arrivé la dernière fois à ce schéma que l'on n'avait pas expliqué en détail, on l'avait collé en première partie, on avait vu qu'il y avait des énergies renouvelables, des sources d'énergie renouvelables et des sources d'énergie non renouvelables. On avait vu à quoi servait l'énergie avec les petits dessins et on avait vu que ces besoins en énergie augmentaient. Donc d'abord l'augmentation de la population mondiale, ça c'est un classique de la géographie qu'on a vu au début de l'année. Pour tout sujet de géographie, rappelez-vous toujours de ça, eh bien la population mondiale, elle, augmente. Alors, depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire depuis 3 millions d'années environ, la population n'a augmenté que faiblement, elle a augmenté que très faiblement à travers les siècles, et puis c'est regardé à partir des années, disons 1800-1900, qu'il y a eu un véritable décollage. Aujourd'hui, si on continue la courbe, vous voyez, en 2000, on était 6 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est là dans la courbe. On est en 2020, on est à 7,7 milliards et ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à 2050. En 2050, ça devrait stagner. Et vous voyez ici une progression qu'on appelle une progression exponentielle qui s'explique par plusieurs choses, mais ce qu'on avait dit au début de l'année, c'est surtout deux choses qui expliquent la progression de la population. La première chose, au départ, ce sont les progrès de l'agriculture. On progresse, on trouve des nouvelles techniques agricoles, donc on peut mieux nourrir la population. Et puis surtout, à partir de la deuxième moitié du 19e et surtout du 20e siècle, ce sont les progrès de la médecine qui permettent à la population d'augmenter. Donc une population qui augmente, évidemment, par conséquent, plus de besoins en énergie. C'était ce petit dessin. Une population qui est multipliée par 7 en l'espace de 100 ans, ça veut dire qu'il faut 7 fois plus d'énergie. Mais en plus de ça, c'est l'autre partie du plateau. On a tous, par rapport à il y a 100 ans, on utilise tous 7 fois plus d'énergie qu'il y a une personne, qu'un Français il y a 100 ans. Alors pourquoi ? Parce que on a des frigos, on n'avait pas de frigo il y a 100 ans, on a des téléphones portables, on a des téléviseurs, on a des ordinateurs, on a des voitures, on a toutes ces choses-là qu'on n'avait pas avant. Et ça va encore augmenter. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons un réseau de téléphones portables qui s'appelle la 4G. Et puis là, en ce moment, bientôt, dans quelques mois, va sortir la 5G, qui est un réseau qui offre un bien meilleur débit, qui va permettre de transférer beaucoup plus de données, beaucoup plus vite. Bon, alors c'est très bien d'avoir la 5G, mais ça va demander beaucoup plus d'énergie, puisque pour avoir un réseau 5G, il faudra des nouvelles antennes, il faudra des ordinateurs plus gros, des gros ordinateurs qui vont gérer le réseau devront être plus gros, donc consommer plus d'énergie. Donc vous voyez comment on a toujours besoin, au fur et à mesure que le progrès technique se fait, on a besoin de toujours plus d'énergie. Ce qui fait que si je résume tout ce que je viens de dire, forte croissance démographique plus élévation du niveau de vie. Élévation du niveau de vie, c'est j'ai un smartphone alors que j'en avais pas avant, j'ai un frigo alors que j'en avais pas avant. Eh bien, forte croissance démographique plus élévation du niveau de vie égale des besoins en énergie qui augmentent. D'accord ? Alors, des besoins en énergie qui augmentent, évidemment, avec une consommation d'énergie qui n'est pas partout la même. Je vous ai mis ici une photo de Las Vegas aux États-Unis, une ville de casino, une ville de jeu, et on voit ici à cette photo de nuit, on imagine l'énergie, c'est-à-dire ici l'électricité, qui est consommée pour toutes ces lumières, tous ces appareils, ces hôtels. On imagine qu'il y a de la climatisation aussi, qu'il y a toutes sortes d'écrans. Bref, cette photo pour vous montrer la consommation énorme d'énergie pour un espace relativement limité, la ville de Las Vegas. Et par opposition à cette photo, je vous ai mis celle-ci. On est ici dans la banlieue de Soweto. Soweto, c'est une ville d'un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Et on a ici des habitants
qui n'ont pas accès à l'électricité, et vous voyez, qui, pour se réchauffer, font brûler des déchets, et ici, qui regardent un match de foot, c'est un match de football de la Coupe du Monde, en ayant branché leur télévision sur le réseau électrique public, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'électricité chez eux, ils ont de façon illégale branché leur télévision sur le réseau public et pour pouvoir voir leur match. Pour information, 1,5 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. De la même façon que pour l'eau, je vous avais dit, 2 milliards d'habitants du monde n'ont pas accès à l'eau potable, eh bien 1,5 milliard d'habitants du monde n'ont pas, eux, accès du tout à l'électricité. D'accord? Donc la nuit, par exemple, pour lire, ils utilisent des bougies, mais ils n'ont pas de lampe, ils n'ont pas évidemment de smartphone, la télévision, ils la regardent chez quelqu'un, ou bref, 1,5 milliard, hein, ça fait quand même 20% de la population du monde. Une carte pour vous montrer la consommation d'énergie dans le monde, une carte centrée sur le pôle Nord, comme on en a déjà vu, hein. Et là, pas de surprise, donc la consommation d'énergie, ça se calcule en tonnes équivalent pétrole. Alors ici, ce sont des kilos équivalent pétrole, mais c'est pareil. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de cette unité, mais en gros, on utilise le pétrole, la quantité de pétrole qu'il faut pour fabriquer de l'énergie, et ça nous donne une unité qui permet de mesurer la consommation d'énergie. Donc plus c'est sombre, plus la couleur est sombre, plus les habitants du pays consomment de l'énergie. Et alors là, sans surprise, qu'est-ce qu'on reconnaît? L'Amérique du Nord, l'Europe, avec la Russie, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, rappelez-vous de ça, Amérique du Nord, Europe, Russie, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'on appelle les pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés. À l'inverse, là où les couleurs sont les plus faibles, c'est là où les plus faibles, les plus clairs, c'est là où on consomme le moins d'énergie. D'accord? Donc on reconnaît là encore, l'Afrique subsaharienne, pas l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Donc, on a vu cette année, et vous reverrez en 4e, que dès qu'on mesure quelque chose qui a un rapport avec le développement, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la richesse dans le monde, enfin tout ce qui a rapport avec le développement, on remarque un peu toujours la même chose. Les pays du Nord, et l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud qui sont les plus pauvres, et puis entre les deux, l'Amérique du Sud, et puis l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient parfois. Bref, ces cartes, vous commencez à les connaître et vous commencez à les comprendre et à tout de suite faire la différence entre pays du Nord et pays en développement. Alors, comment est-ce qu'on produit de l'énergie? Donc là, regardez. J'ai expliqué ici l'augmentation de la population mondiale, l'élévation du niveau de vie avec des nouveaux appareils électroménagers, etc. On pourrait rajouter les transports qui font qu'il y a une augmentation de la consommation d'énergie dans le monde. Eh bien, comment est-ce que cette énergie est produite? Alors regardez le graphique qui est en haut ici. Donc, ici, 13 647 MTEP, ça veut dire millions de tonnes équivalent pétrole, donc c'est toujours notre unité qui permet de mesurer l'énergie. Donc la consommation, si je prends toute la consommation d'énergie dans le monde, cette énergie, elle vient d'où? Eh bien, elle vient à 31,7%, un tiers, de la combustion du pétrole. On va chercher du pétrole sous la terre ou sous la mer, on brûle ce pétrole et ça produit de l'énergie, de l'électricité. Elle vient aussi du charbon, même principe. Pour près de 30%, on va chercher du charbon sous le sol, on le brûle, ça fait de l'électricité. Même principe encore pour le gaz naturel, le gaz. Pétrole plus charbon plus gaz naturel,
Alors d'abord, pardon, on va faire comme ça. Pétrole et gaz naturel ensemble, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures. On le notera après dans le cours. Quand vous avez le mot hydrocarbure, ça veut dire gaz et pétrole. Si je rajoute à hydrocarbure le charbon, donc gaz, pétrole, hydrocarbures, plus charbon, on appelle ça les sources d'énergie fossiles. Vous comprenez, fossiles, ça veut dire que c'est des matières. Qu'est-ce que c'est que le pétrole? C'est des fossiles. Hein. Le pétrole, c'est des débris de feuilles, de petits animaux, de petits végétaux qui sont restés pendant des millions d'années et qui forment ce qu'on appelle le pétrole. C'est des fossiles. Donc, pétrole, charbon, gaz, c'est ce qu'on appelle des sources d'énergie fossiles. Et ces sources d'énergie fossiles, vous voyez qu'à L3, eh bien, c'est l'essentiel, c'est plus de 80% de la production d'énergie dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le reste? Alors, le nucléaire, c'est important surtout en France, parce que vous savez qu'en France, on est le pays du monde dont l'énergie provient le plus du nucléaire. On est à 80% à peu près de l'électricité que l'on consomme en France vient de centrales nucléaires. Le nucléaire, on va chercher des éléments comme l'uranium, et puis par des procédés très compliqués de fission, de fusion, on produit de l'électricité. Mais la France est un peu à part, hein, c'est un peu un pays à part dans ce domaine. La plupart des pays du monde utilisent surtout le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Donc le nucléaire, il y a aussi l'hydroélectricité, on l'avait vu ça quand on a vu les barrages, vous voyez que c'est pas beaucoup, hein, 2,5%. La biomasse et les déchets, c'est brûler la biomasse. La biomasse, ce sont les minéraux, les végétaux, et puis les déchets qu'on peut récupérer chez les particuliers et les brûler pour produire de l'énergie. Et puis le reste, l'éolien, ce sont les éoliennes qui utilisent la force du vent. Le solaire, ce sont les panneaux solaires qui utilisent le rayonnement et la chaleur du soleil. La géothermie et puis toutes sortes d'autres choses qui utilisent donc des sources d'énergie qu'on dit renouvelables. Renouvelables parce que ça se renouvelle, hein, le soleil, ça se renouvelle, on n'en manque pas, enfin il ne va pas disparaître. Eh bien, ce n'est que 1% et demi. Alors, on se souvient que plus de 80% de l'énergie dans le monde est produite à travers des énergies fossiles. Et regardez maintenant le deuxième graphique où on nous parle cette fois des émissions mondiales de CO2, c'est-à-dire les émissions de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre. Alors, ces gaz à effet de serre qui provoquent ce dont vous avez déjà entendu parler, qu'on appelle le réchauffement climatique, eh bien ces gaz à effet de serre, ça vient d'où? Ça vient de la combustion du charbon, de la combustion du pétrole et de la combustion du gaz naturel. Un petit peu d'autres choses, mais c'est essentiellement de ça. Donc, utiliser en grande partie les hydrocarbures et le charbon pour produire de l'énergie, eh bien, ça provoque des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc du réchauffement climatique. J'ai pas mis le schéma. Je vais essayer de le rajouter tout de suite pour essayer de vous expliquer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, plutôt le réchauffement climatique. Voilà, il est là. Donc l'effet de serre, très bien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu en SVT ou en physique-chimie. Je ne sais pas du tout. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Vous avez le soleil émet des rayons, qu'on appelle les rayons solaires. Quand ces rayons atteignent l'atmosphère, il y en a 20%. 20% de ces rayons qui sont absorbés par l'atmosphère. Ça veut dire, en gros, ça reste dans l'atmosphère et l'atmosphère se réchauffe. 50%, la moitié de ces rayons atteint le sol. Donc, la Terre se réchauffe, la Terre ou la mer. La Terre ou la mer se réchauffe. Ça fait 70%, il reste 30%. 30% sont renvoyés vers l'espace. Sont en fait réfléchis par l'atmosphère qui joue un peu un rôle de miroir. Quand vous avez beaucoup d'usines,
Alors c'est pas seulement les usines, mais aussi les transports, mais aussi l'agriculture, bref, quand vous avez une activité humaine très importante qui provoque de l'émission de gaz dans l'atmosphère. Exemple, la combustion du charbon, la combustion du pétrole ou la combustion du gaz naturel. Eh bien, ces gaz qui sont émis et qui vont donc monter dans l'atmosphère vont bloquer les 30% qui sont là et qui normalement devraient être renvoyés vers l'espace. Comme ces 30% ne peuvent pas être renvoyés vers l'espace parce qu'ils sont bloqués par ces gaz qui stagnent dans l'atmosphère, eh bien, vous voyez, ces rayons infrarouges qui devaient être renvoyés dans l'espace reviennent sur Terre. Et donc, on a un surcroît de rayons solaires qui reviennent sur la Terre et qui provoquent un réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. D'accord ? Donc, quand vous avez trop de gaz à effet de serre, ce ne sont plus 30% des rayons solaires qui sont renvoyés vers l'espace, mais seulement 5%. Et donc, on a trop de rayons solaires, quoi, tout simplement. Trop de rayons solaires sur la Terre et dans la mer, donc un réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, il est représenté ici. Pollution, bien sûr, d'abord la pollution, et le réchauffement climatique. Donc, quand on utilise trop d'énergie fossile, de sources d'énergie fossile, d'une part, ces énergies étant non renouvelables, elles s'épuisent. Le pétrole, le gaz, le charbon, un jour il n'y en aura plus. Ce sont des énergies non renouvelables à l'échelle de la vie des hommes, de la vie d'un homme. Évidemment, si j'attends 3 millions d'années, le pétrole il va se reformer. Mais vous voyez, 3 millions d'années, c'est beaucoup. Donc, c'est pas vraiment non renouvelable. Disons que c'est non renouvelable à l'échelle d'un siècle, ou de plusieurs siècles, mais pas à l'échelle de millions d'années. Donc, épuisement des énergies non renouvelables, pollution et réchauffement climatique, et donc nécessité de changer ce schéma, changer ça, moins de pétrole, moins de charbon, moins de gaz, et plus de renouvelables. Alors, qu'est-ce que c'est que vous voyez, je vous ai mis le petit tableau au-dessus, les ressources non renouvelables, les hydrocarbures, gaz et pétrole, le charbon, tout ça ensemble, ce sont les sources d'énergie fossiles, et les ressources renouvelables, pour simplifier, il y en a d'autres, l'eau, l'hydroélectricité, le vent, et le rayonnement et la chaleur solaire. Alors, 3 exemples, ici, les éoliennes, donc le vent. Donc, ce sont des pales qui tournent, le vent les fait tourner, le mouvement de ces pales est transformé en électricité. Ici, ce sont des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont souvent installés dans le désert parce que c'est là qu'on va trouver le plus de rayonnement solaire. Et puis ici, une spécificité de la France, les centrales nucléaires qui ne polluent pas, qui ne provoquent pas de gaz à effet de serre. Ce que vous voyez ici, c'est de la vapeur d'eau, c'est pas de la pollution. C'est des tours de refroidissement et c'est de la vapeur d'eau. C'est rien de plus que de la vapeur d'eau. Donc le nucléaire ne provoque pas de pollution, ne provoque pas d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, le nucléaire peut être dangereux parce que il y a des déchets nucléaires. Une fois que l'uranium a subi une fusion, il y a des déchets nucléaires, ils doivent être enfouis sous terre et ça peut être radioactif. Et puis si jamais il y a un tremblement de terre ici, toute la région va être contaminée, va être radioactive. Enfin, le nucléaire est quand même dangereux, donc il n'est pas souhaitable à 100%. Mais il a un avantage, c'est qu'il ne provoque pas de pollution ni de gaz à effet de serre. Conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Imaginez que vous êtes le gouvernement de la France. Vous êtes le ministre, ou le Premier ministre, et on vous dit, voilà, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, il y en a de moins en moins. Et puis, en plus, on a signé des accords internationaux qui nous obligent à limiter les gaz à effet de serre. On est obligé de revoir notre production d'énergie. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, le gouvernement, il y a 2 axes de travail, il y a deux façons de procéder. La première façon de procéder, c'est d'économiser l'énergie. L'énergie, on en consomme tous trop. Je vous donne un exemple, vous êtes dans votre chambre, vous quittez votre appartement, vous laissez la lumière allumée. C'est du gaspillage d'énergie.
Pareil, vous utilisez trop votre téléphone portable, vous pourriez l'utiliser moins, c'est du gaspillage d'énergie. Vous prenez un bain au lieu d'une douche, vous allez donc demander à votre ballon d'eau chaude de chauffer plus d'eau, c'est du gaspillage d'énergie. On pourrait multiplier comme ça les exemples. Un appartement mal isolé laisse passer du froid, on va donc être obligé de le chauffer plus, c'est du gaspillage d'énergie. Donc première politique, économiser l'énergie. Deuxième politique, alors parmi tout ce que je vous ai dit, toutes ces façons de produire de l'énergie, il n'y en a pas une qui est la solution et qui doit être utilisée à 100%, mais tout ce que disent les gouvernements actuellement, c'est qu'en gros, eh bien, la solution, c'est de faire un peu de tout, et si possible, de faire plus de renouvelables, et de faire descendre le non renouvelable. C'est-à-dire qu'on va utiliser un peu de tout, comme pour produire de l'énergie, mais on va faire baisser le pétrole, le charbon et le gaz, et on va faire monter l'éolien et le solaire. Le nucléaire, c'est un peu à part, parce que je vous ai dit, ça peut être dangereux. Voilà l'idée. Le cours, donc, on va noter, donc petit 4, petit 5, petit 6, les besoins en énergie qui augmentent. Alors, j'ai essayé de résumer sans faire de phrases complètes pour pas que ce soit trop long. Donc, forte croissance démographique, ça on l'a compris. Développement économique et élévation du niveau de vie, je vous ai mis l'exemple de la 5G. Ensuite, la carte. Dans le monde, ce sont les pays du Nord qui sont les plus gros consommateurs d'énergie, ainsi que la Chine et certains pays du Moyen-Orient. D'accord. Et dans les pays en développement, rappel, ce sont les pays pauvres. 1,5 milliard de personnes, ça fait à peu près 20% de la population du monde. 1,5 milliard de personnes n'ont, eux, carrément pas du tout accès à l'électricité. Ensuite, des ressources en voie d'épuisement. Donc là, je viens de le dire. J'ai pas mis les définitions là, mais je les ai mises entre parenthèses. Donc le charbon et les hydrocarbures. Les hydrocarbures, rappel, c'est le gaz et le pétrole, représentent à eux trois plus de 80% de la production d'énergie dans le monde. Or, ces ressources ne sont pas renouvelables. Ça veut dire qu'un jour, il n'y en aura plus. L'exploitation de ces énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est charbon et hydrocarbures, sont l'une des causes de l'émission, alors j'aurais dû écrire est l'une des causes, vous corrigerez, est l'une des causes de l'émission de CO2, un des gaz à effet de serre, et donc entraîne un réchauffement climatique. Voilà. Petit 6, quel choix énergétique pour l'avenir? Donc, épuisement des ressources. 2, problème de réchauffement climatique. On doit donc changer. Et comment changer? La première chose à faire, la première direction, la plus efficace, tout simplement, c'est les économies d'énergie. Et la meilleure, celle dont tout le monde parle, dont vous entendez parler à la télévision, dont tout le monde parle à chaque fois qu'on évoque ce sujet, c'est l'isolation thermique des bâtiments. Il y a, par exemple, en France, beaucoup d'appartements qui sont mal isolés. Alors, mal isolés, ça veut dire que l'hiver, il fait froid. Il fait froid parce que le froid rentre. Et comme il fait froid, on chauffe plus. Et puisqu'on chauffe plus, on consomme plus d'énergie. Alors que si on isolait bien les bâtiments, on consommerait moins d'énergie. Ça, c'est l'exemple qu'on rencontre partout. C'est le meilleur exemple. Mais je vous dis, si vous voulez, économiser l'énergie, vous pouvez. N'oubliez pas d'éteindre la lumière ou allumer moins souvent la lumière, prendre des douches plutôt que des bains, utiliser moins souvent votre smartphone. Tout ça, ça fait des économies d'énergie. Et puis, la deuxième dimension, la deuxième chose à faire, c'est augmenter dans la production d'énergie la part des ressources renouvelables. Au lieu d'avoir... alors je vous dis, en France, nous, on est un petit peu moins concernés parce qu'on a cette production nucléaire qui est un peu à part, mais dans d'autres pays, c'est remplacer des usines de production d'énergie qui fonctionnent au pétrole et au gaz par des panneaux solaires ou des éoliennes. Mais puisque c'est pas non plus la solution idéale, les panneaux solaires et les éoliennes, ça gâche les paysages, les panneaux solaires aussi, et puis surtout, ces modes de production d'énergie ne sont pas parfaits. Je
vous donne un exemple, l'éolienne. On sait très bien produire de l'électricité avec une éolienne, on sait beaucoup moins bien la stocker, on sait beaucoup moins bien la conserver. Ce qui fait que si vous avez du vent, ben, c'est bien parce que l'éolienne elle tourne, mais une fois qu'il n'y a plus de vent, l'éolienne ne tourne plus, et pour stocker l'électricité produite par cette éolienne qu'elle a produit avant, ben c'est plus compliqué. Donc c'est pas non plus idéal, c'est pas non plus la solution ultime. La seule chose, enfin, ce que disent tous les experts et ce que disent tous les gouvernements aujourd'hui, c'est il n'y a pas qu'une seule façon de produire de l'énergie, il faut avoir ce qu'ils appellent un mixte énergétique, c'est-à-dire plusieurs façons de produire de l'énergie. Par l'eau, les barrages, par le vent, par le soleil, les panneaux solaires, un peu de charbon, pourquoi pas, un peu de nucléaire, pourquoi pas, tant que c'est sous contrôle, un peu de production par la mer. Il y a des usines qu'on appelle les usines marémotrices qui produisent de l'électricité grâce aux marées, un peu de géothermie, bref, un mixte énergétique. D'accord, je vous mettrai aussi un schéma en pièces jointes pour résumer tout ce cours qu'il faudrait imprimer et coller. J'arrête là et je vous dis à lundi.